Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette présentation débat du cercle du renouvellement constitutionnel. Avec mes trois collègues ici, nous allons discuter de constitution et de tout ce qu'il faut pour faire et écrire et avoir une bonne constitution. Donc, cette vidéo est une des premières que nous faisons. C'est pour ça que nous allons regarder un petit peu le vocabulaire qui est utilisé dans ce domaine. Et donc, cette émission sera décomposée en deux parties. Premièrement, une présentation de l'ouvrage et dans un deuxième temps, un débat autour de cet ouvrage. Donc, à moins que vous vouliez peut-être vous présenter très rapidement et comme ça, on pourra démarrer la présentation. C'est une des premières vidéos, donc je pense que c'est bien de se présenter. Donc moi, je suis Luc Laforêt, fondateur de l'initiative Une Perspective, la 6e République. Christian, tu veux te présenter? Oui, Christian Leru, je me définirais comme chercheur indépendant en organisation sociétale dans les domaines conjugués de la décroissance inéluctable et de la démocratie directe. Je participe au fonctionnement, aux activités d'un parti assez récent, qui a 1 an et demi, qui s'appelle le Parti pour l'après-croissance, et qui propose un programme complet pour une société de l'après-croissance, et que je porte aux élections législatives et que j'ai tenté de porter à l'élection présidentielle. Merci Christian pour ta présentation. Richard? Eh bien, moi, je m'appelle Richard Vaquer. Je suis président d'un petit parti qui s'appelle République 6, pour la 6e République. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire, sinon que, comme beaucoup de monde, je suis un citoyen intéressé par la politique et puis qui cherche de bonne volonté à avancer. Court, concis, clair, merci beaucoup. Et moi, encore plus court, libre penseur, intéressé évidemment par la démocratie, au sens réel premier du terme. Et donc, je fais partie de toutes les... Enfin, pas de tous, mais des cercles comme ça de discussion autour de la constituante, de la démocratie, ce genre de choses, pour apporter mon humble et petite pierre. Voilà. Luc, si tu veux procéder à la présentation. Eh bien, on démarre tout de suite. Donc, la présentation d'aujourd'hui, cercle du renouvellement constitutionnel. Donc, nous fixions comme objectif justement de renouveler, de travailler au renouvellement de la Constitution, et puis également de vulgariser ce sujet constitutionnel. Donc, aujourd'hui, une des premières vidéos autour d'un ouvrage Que sais-je, lexique du droit constitutionnel, justement, pour avoir une idée de tous les mots qui sont véhiculés dans ce domaine de la Constitution. Nous avons un site internet que vous retrouvez ici en haut, cerclerenouvellement-constitutionnel.org, et également un email, contact@cerclerenouvellement-constitutionnel.org. Alors, ce lexique, il a été rédigé par deux professeurs émérites parisiens, Pierre Avril et Jean Gicquel, qui sont respectivement anciens membres et encore membres peut-être du Parti radical, donc il y a quand même déjà un certain temps, et puis du Parti radical socialiste. Et l'autre est, je crois, décoré de la Légion d'honneur, et il a même le second grade, le deuxième grade de la Légion d'honneur. Ils ont édité ce lexique du droit constitutionnel aux presses universitaires de France. C'est quand même une édition relativement de référence, puisque c'est la 6e édition en date de 2020. Alors, nous allons expliquer justement les mots du droit constitutionnel.
Oui, alors Luc nous a fait une présentation critique du que sais-je, qui s'appelle lexique constitutionnel, c'est ça, lexique du droit constitutionnel. Lexique du droit constitutionnel. Bon. Alors ça pose d'emblée, à mon avis, la question à quoi sert un tel ouvrage. Alors on peut, quel est l'objectif de tout ouvrage. Alors, si cet ouvrage, comme tous les que sais-je, ont quand même un objectif annoncé, même pas en filigrane, annoncé de façon assez claire, disons, d'aider à l'enseignement. Hein. Donc, il s'agit, pour ce qui concerne le droit constitutionnel, c'est en quelque sorte un manuel d'instruction civique. Si c'est un manuel d'instruction civique, ça veut dire qu'il va être recommandé dans les écoles pour que les enfants qui sont... Alors, bon, il y aurait éventuellement un procès à faire de la discipline, de la matière enseignée à l'école instruction civique. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est équitable que cette matière-là soit enseignée? Alors, bon, on va pas entamer ce débat. On va prendre acte qu'il y a à l'école une matière enseignée aux enfants qui s'appelle l'éducation civique. Et ce que sais-je, c'est un genre de manuel pour les enfants, afin qu'ils puissent, les adolescents, hein, qui puissent donc savoir ce que signifient les mots. Alors moi, j'y trouve dans l'ensemble des vocables qui sont définis, enfin, dont on parle dans ce lexique, 3 catégories de mots. Des mots qui sont objectifs. Alors, objectif, c'est par exemple gouvernement, Sénat, motion de censure. Bon, le lexique nous explique ce que c'est que le gouvernement, ce que c'est que le Sénat, ce que c'est que qu'un article. Un article se compose d'alinéas, ce que c'est que le bloc de constitutionnalité, etc. Bon. À mon sens, il devrait se limiter à ça. Parce que sur ces termes-là, il n'y a pas de débat possible, à savoir que ça définit quelque chose qui existe. Bien. Et puis il y a un deuxième type de mots que je qualifierais de polysémique, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens. Hein. Bon. Alors il y a par exemple État. Qu'est-ce que c'est que l'État? On se peut avoir plusieurs sens. Nation. Bon, Luc a beaucoup parlé, il fait la distinction entre nation, peuple, enfin bon, voilà, il expliquera tout ça mieux que moi, parce que je ne la fais pas trop de ce point de vue-là. Ensuite, fédération, confédération, administration, appel au peuple, parce que c'est un référendum. Bon, alors, tous ces mots polysémiques, là encore, je dirais qu'on peut s'en arranger en disant, mais écoutez, bon, il s'agit de savoir, soit de se mettre d'accord sur une définition, soit lorsqu'on débat, parce que le but de lexique, c'est d'éclairer le débat, que les gens ne parlent pas quand ils emploient des mots, des adjectifs, des substantifs ou des adjectifs, qui n'emploient pas des termes qui ont des sens différents de ce que va entendre l'interlocuteur. Bon. Alors, lorsqu'on parle de cette liste de mots que je viens de dire, et que je range dans la catégorie, disons, des mots polysémiques, il s'agit de se mettre d'accord ou bien de bien savoir quelle est la définition que l'autre donne du mot. Par exemple, si on parle de la nation, bien, eh bien, si je parle de la nation avec Luc, il va d'abord me définir ce qu'il appelle nation. Bon, alors, de ce point de vue, le lexique va donner une interprétation qui peut être totalement différente de ce qu'un bon nombre de Français peuvent avoir de ce mot. Et puis une troisième catégorie de mots, qui sont les mots, je dirais, subjectifs et je dirais même polémiques. Bon. Et en premier, d'ailleurs, le mot constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Voilà. Elle peut revêtir différentes facettes, mais il faudrait savoir si le lexique nous dit ce qu'il y a dans la Constitution française, ou bien est-ce qu'il nous dit qu'est-ce que c'est que le mot universel Constitution. Et puis alors, il y a le mot arbitrage, par exemple, c'est pareil, c'est pas un mot polysémique, c'est un mot polémique. Hein, voilà. Parce que ça va au-delà d'une définition différente des uns des autres, ça met en jeu
une conception de la relation des individus à l'intérieur d'une collectivité. Il y a le mot démocratie. Bien. On est au-delà de la nécessité de définir ce que c'est la démocratie. On est dans le cadre d'un débat sur la démocratie. La légitimité, elle est donc toujours dans la catégorie de ce que j'appelle les mots subjectifs polémiques. La légitimité, elle définit en fait la validité de l'État, c'est-à-dire l'acceptation de l'État, acceptation de l'État en tant que tel par les citoyens. Donc, bon, c'est polémique. Et puis le mot citoyen aussi, le mot citoyen dont Luc a parlé quand même assez longuement, dans la mesure où il fait une lecture de ce que les auteurs disent du mot citoyen, et puis il donne la sienne. Donc déjà il engage la polémique. Voilà ce que je peux dire très rapidement en première analyse dans ce livre et l'exposé critique de Luc. Merci Christian. Oui, je voudrais intervenir sur 2 points, sur le glossaire et sur l'enseignement. Alors, concernant la nécessité de rédiger nous-mêmes un lexique, bien entendu, tout ce que nous disons actuellement y converge. Je dirais que ce glossaire doit bien entendu ne pas suivre la trame et suivre la méthodologie didactique de ce que sais-je. Ce glossaire, me semble-t-il, doit d'abord être contradictoire. C'est-à-dire qu'il doit d'abord faire l'inventaire des principales acceptions répertoriées et en indiquant de quelle famille viennent ces différentes acceptions. Hein, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a répertorié les différentes acceptions, en faire l'analyse critique de chacune et converger ensuite vers une acception qui ne serait pas posée comme étant une table de la loi universelle et incontestable, mais comme tout simplement le produit synthétique de nos réflexions. Concernant ce qu'a dit Luc de façon très intéressante lorsqu'il a dit mais lorsqu'on enseigne l'économie aujourd'hui, on n'enseigne que le libéralisme et pas, disons le néolibéralisme, c'est-à-dire l'intervention de l'État, et pas Adam Smith. On n'étudie pas Keynes non plus. Enfin bref. Alors, on pourrait dire la même chose de l'histoire. L'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'économie et l'enseignement de l'instruction civique, on l'appelle comme on veut. Ce sont des domaines extrêmement sensibles parce qu'ils travaillent sur l'inconscient collectif de l'adolescent qui va ensuite devenir un citoyen, un électeur, etc. Voilà, bon. Mais il y a une différence quand même importante entre ce que nous faisons, nous, ici, et puis ce qui se passe au niveau de l'enseignement de l'économie et au niveau de l'enseignement d'histoire. Je m'explique. On a créé un cercle de renouvellement constitutionnel. On n'a pas créé un cercle de renouvellement de l'économie ou un cercle de renouvellement de l'histoire. Bon, pourquoi ? Parce que le fait qu'aujourd'hui on étudie dans l'enseignement supérieur quand même. Je suis bien placé pour savoir parce que j'ai fait l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, et donc je me souviens bien des cours d'économie que nous avions. Eh bien, disons, c'est fait, je dirais, à ciel ouvert. C'est-à-dire, on dit, voilà, on vous présente la théorie de Ricardo, la théorie de Keynes, mais bon, on sait ce que c'est. Bon. Pour l'histoire, c'est un petit peu différent. On dit, attendez, je ne suis que factuel. Bon, voilà. Alors après, est-ce que l'histoire peut être factuelle ? Bon, mais tout ça, disons, ces 2 débats sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire en matière d'enseignement lorsqu'on enseigne la science économique aux adolescents, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans l'enseignement national lorsqu'on enseigne l'histoire aux adolescents, me paraît finalement pas grand-chose par rapport aux dégâts toxiques que peut faire l'enseignement de l'éducation civique
auprès des enfants. Parce que là, il s'agit de leur dire tout simplement, voici comment vous devez être soumis. On va vous expliquer. On va vous expliquer comment vous devez être soumis. Et donc, si, comme je le disais tout à l'heure, l'instruction civique se réduisait à dire un petit peu comme on le fait en économie, quand on te dit, voilà, on va vous expliquer la théorie de Ricardo. On dit, voilà, aujourd'hui, ce que écrivent les maîtres du pouvoir, ils écrivent ça. Alors là, il y a un Conseil supérieur de magistrature, c'est ça. Il y a un Conseil constitutionnel, c'est ça. Il y a une élection du président de la République, elle se fait comme ci et comme ça. Mais voilà, c'est une chose qu'aujourd'hui, la loi coercitive, le pouvoir coercitif oblige tout le monde à faire. Hein, mais au cours de l'histoire, il y a eu des tas d'autres façons de voir les choses. Et puis, ça n'est pas une loi, c'est un miroir. On vous explique ce que les maîtres du pouvoir vous obligent à faire. Voilà. Bon, alors on peut peut-être le dire avec d'autres mots. Je le dis avec ces mots-là pour bien qu'on comprenne le sens que devrait avoir la présentation de l'instruction civique auprès des adolescents, si tant est que, au niveau de l'éducation nationale, on doive imposer des cours d'éducation physique dans les écoles. Bon, ça c'est encore des débats, mais à supposer qu'on en impose, l'instruction civique devrait être uniquement factuelle et, disons, sur cette fenêtre de tir que je viens d'expliquer. Merci Christian. Je souhaitais faire une dernière intervention très, très rapide concernant la nécessité de faire un glossaire et pour tout un tas de raisons, mais la meilleure me semble avoir été résumée par Richard lorsqu'il a dit la Constitution ayant un certain nombre de mots que moi j'ai appelés subjectifs, voire polémiques, c'est pour ça qu'il faut nous faire, disons, s'attacher à la définition de ces mots. Alors, je vais donner une liste de mots qui sont lourds de sens, qui sont employés dans la Constitution, mais à mon avis, ne sont jamais définis, et parce qu'ils ne peuvent pas l'être dans l'état actuel, je dirais, du droit tel qu'il est. Et d'ailleurs, chaque terme pourrait, c'est là une idée que je lance, faire l'objet d'un débat, d'un débat enregistré. Alors, il y a souveraineté, liberté, égalité, justice, service public, intérêt général, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, démocratie, oligocratie et sociale. Voilà. Ça promet. Gros chantier.